Bien, mesdames et messieurs, bonjour. On va continuer après cet exposé magistral de Madame Hainaut avec le cas local, le cas concret de la fondation du couvent de la Visitation à Mons. Ensuite, j'aborderai aussi un peu le point de l'organisation du couvent et de son recrutement. On terminera, si on a un peu de temps, par les faits marquants qui ont marqué donc l'histoire du couvent, qui ont aussi marqué en fait l'histoire de la ville de Mons. Il faut savoir que le premier problème lorsque on reprend le dossier de la fondation, c'est le fait qu'en 1940, il y a eu un incendie, les archives ont brûlé. Et parmi les archives qui ont disparu malheureusement, il y a les archives justement du couvent des Visitandines ou Filles de Sainte-Marie, dont vous voyez ici un petit résumé par Léopold de Villers dans la notice sur le dépôt avant 1940, avant donc, le bombardement par la Luftwaffe. Voilà donc le problème, mais il reste, heureusement pour nous, il reste des sources, et la source principale que j'ai exploitée et qu'on peut exploiter, c'est celle de ce qu'on appelle les lettres circulaires, qui sont des lettres envoyées souvent par la supérieure de la communauté à d'autres communautés pour donner des nouvelles de ce qui se passe au couvent. Et aussi, souvent, elles sont accompagnées de notices biographiques relatives aux religieuses qui sont décédées, les abrégés de vertu, où on raconte, sous une façon évidemment un peu spéciale, très religieuse, la vie de ces religieuses. Donc c'est une source intéressante vraiment d'information, et dans ce cas-ci, c'est un peu tout ce qui nous reste en dehors évidemment des sources indirectes. Des sources indirectes comme par exemple les registres paroissiaux. Ici, je l'ai décrypté pour vous. Ici, il s'agit en fait du mariage de François le Roi et de Catherine Fanius. Catherine Fanius, en fait, c'est la femme qui est à l'origine de la fondation de ce couvent à Mons en 1650. Ça se passe donc, comme disait Madame Hainaut, dans un contexte qui est très défavorable, puisqu'en 1650, c'est la guerre justement entre la France de Mazarin et l'Espagne de Philippe IV, souverain des Pays-Bas espagnols. Et c'est dans ce contexte donc très défavorable que pourtant donc le couvent de Mons va être fondé. Catherine Fanius est l'épouse, et à l'époque elle est veuve d'ailleurs, elle est devenue veuve de François le Roi. Catherine Fanius elle-même, ce n'est pas n'importe qui, puisque son père c'est Jean Fanius, qui était conseiller et maître de requête au conseil privé des Pays-Bas espagnols. Catherine épouse donc à Montois François le Roi, qui est lui-même conseiller royal et trésorier des chartes du Hainaut. Dans la famille de François, il y a aussi une personnalité ecclésiastique de premier plan, qui est Philippe Copeau. Philippe Copeau est d'origine montoise, et c'est un prélat qui est devenu en fait une personnalité de l'Église de France, justement un évêque de l'Église de France, et aussi un aumônier à la cour de France. Donc c'est par exemple lui qui a prêché, suite à l'assassinat d'Henri IV, c'est lui qui a prêché donc la messe de funérailles, qui a prêché donc la messe de funérailles à l'occasion du décès d'Henri IV en 1610. Donc voilà, pour dire que c'est une personnalité importante, et c'est par lui en fait que sa nièce, donc la sœur de François, va devenir visitandine. Ça c'est important parce qu'il y a un lien familial donc, qui est établi entre lors de la visitation et cette famille le Roi, via la sœur cadette de François, qui devient visitandine dans le couvent parisien du faubourg Saint-Jacques. Donc c'est une connexion essentielle, puisque cette sœur va devenir supérieure, et justement aux alentours de 1650, au moment de la fondation du couvent de Mons, elle est supérieure, et elle va jouer elle aussi évidemment un rôle actif. Elle va envoyer des religieuses de son couvent vers sa ville de naissance, sa ville natale, Mons, pour cette fondation. Donc voilà déjà pour le contexte. Autre point important
qu'il faut, pour revenir toujours sur la famille Fannius, et l'intérêt pour Catherine Fannius, veuve Leroy, à cette fondation, c'est qu'elle a 2 filles qui sont visitandines. Et effectivement, elle a sœur Marie-Alexis, sa fille aînée, qui est religieuse au couvent parisien de la Visitation, donc avec sa tante. Elle a rejoint sa tante dans le couvent parisien. Et sœur Marie-Thérèse Leroy, qui elle est visitandine au monastère d'Amiens. Il y a 5 autres religieuses qui sont envoyées de Paris pour établir le couvent. Et évidemment, à ce moment-là, comme disait Mme Hainaut, c'est une maison plutôt modeste qui est choisie, une maison avec jardin, située évidemment sur la place Saint-Jean, c'est-à-dire l'actuelle place du Parc à Mons. Il y a évidemment l'accord des autorités de plusieurs niveaux, notamment le conseil de la ville de Mons. Donc on retrouve aussi cet accord, enfin ici c'est le baptême voilà, pour l'accord de la ville de Mons, qui pose quand même des conditions, c'est-à-dire pas de requête, pas d'aumône, pas de quête en ville, elles doivent subsister avec leurs propres moyens et donc disposer de revenus suffisants. Le comte de Bucquoy, qui est lui le grand bailli de Hainaut, va aussi donner son accord, mais pose lui la condition que les religieuses soient natives de territoire sous la tutelle de la couronne espagnole. L'épouse du comte de Bucquoy est aussi, on peut dire aussi qu'elle a vraiment un rôle dans la fondation très important. Il s'agit de Guillemette de Croix-Issorle, puisque elle va carrément prendre en charge les frais liés au voyage, donc de Paris à Mons, et la maison de la veuve Leroy s'avérant insuffisante, elle va obtenir de la ville une grange donc, qui appartient à la ville, mais qui est sise aussi sur la place Saint-Jean pour ériger ce qui sera la chapelle du couvent, ou la première chapelle du couvent. Ici, on voit un plan qui permet un peu de visualiser les lieux. Il faut se dire que les débuts sont difficiles. Pourquoi ? Parce que notamment, il y a une autre bienfaitrice qui avait donné des rentes, qui avait apporté des biens, qui se retire. Donc la situation est assez difficile. Il y a heureusement de riches pensionnaires qui viennent séjourner. Et il y a surtout Marie-Ignace Dupont, qui est une jeune dame originaire de Lille, qui on voit aussi son registre, j'ai retrouvé ici son registre de baptême, son acte de baptême. Et cette jeune dame, en fait, elle apporte avec elle une dot de 50 000 florins qui va lui valoir le titre de fondatrice et qui va permettre aussi, évidemment, d'acquérir des terrains, de bâtir un grand corps de logis. Cette jeune dame décède à l'âge de 33 ans en 1633. Et on retrouve dans la crypte, dans la fameuse, ce qu'elles appellent la cave des mortes, la dalle funéraire de Marie-Ignace Dupont, donc, qui est vraiment la bienfaitrice, qui permet au couvent qui vivotait jusque-là de s'installer véritablement à Mons. Donc voilà pour ce qui est donc des circonstances de la fondation. En ce qui concerne maintenant l'organisation, les constitutions de l'ordre divisent les filles de la Visitation en 3 rangs. Il y a les choristes, dont on a parlé, mais il y a aussi les associés et puis les domestiques. Selon les constitutions, il faudra en fait 33 religieuses, 20 choristes, 9 associés, 4 domestiques. Les choristes sont des moniales, elles sont vouées à la prière, à la contemplation, astrates à des vœux perpétuels, à la clôture absolue. Les associés, elles, c'est dans l'esprit donc, de Jeanne de Chantal, c'est des personnes, des filles de santé plus délicate et donc soumises à une règle plus douce. Notamment, par exemple, elles sont dispensées de chanter durant les offices. Ce sont quand même des professes de voile noir, elles sont actives au chapitre et elles peuvent exercer toutes les charges, sauf celles d'assistantes. Ces charges, en effet, ces offices, ces charges, on retrouve ça notamment dans les abrégés de vertu, ce sont de multiples fonctions que les religieuses, à tour de rôle, parfois pendant de longues périodes, exercent au sein du couvent et qu'elles se répartissent. Il y a les charges de robières, de lingères, de réfectorières, de portières, celles qui accueillent les sollicitations des malheureux, la sacristaine, l'infirmière, la dépensière et l'économe. Il y a la surveillante, il y a l'assistante au parloir, la maîtresse des novices, la maîtresse des sœurs tourières, ça j'y reviendrai, ou des pensionnaires. Les sœurs domestiques, elles sont chargées de l'intendance, elles n'ont pas le droit de vote lors des décisions prises au chapitre, et généralement elles sont au nombre de 3. Elles prennent également soin des malades.
Et à côté des sœurs domestiques, il y a aussi des sœurs tourières, qui elles ne sont pas vraiment des religieuses véritables, elles ne font pas profession, elles prononcent un vœu simple d'obéissance, et elles s'occupent du grand tour, c'est-à-dire de ce qui se passe en dehors des grilles de la clôture. Leur charge particulière, c'est d'aller chercher de la nourriture, de se rendre en ville pour assurer le ravitaillement du couvent. Au début du XVIIIe siècle, on voit que les revenus du couvent sont assurés, mais pas tout à fait. Et donc elles sont obligées aussi de travailler, elles font des petites créations, des choses notamment pour la sacristie, où elles vendent aussi leurs légumes pour arriver, parce que comme le dit à l'époque la supérieure, les sujets sont rares et les vocations difficiles à trouver. On peut effectivement, si on étudie le recrutement à partir justement de ces fameuses lettres circulaires, parce que chaque fois elle détaille le nombre de religieuses qui sont présentes dans le couvent. On peut refaire comme ça une courbe où on voit l'évolution donc, du recrutement au sein du couvent, et on voit clairement un reflux manifeste vers 1745 qui s'accentue durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et ça, ça correspond à une tendance générale dans beaucoup d'ordres religieux à l'âge des Lumières et qu'on peut observer aussi dans d'autres couvents de la région. Alors, troisième point, je dirais, c'est qui sont ces visitandines. Qui sont ces visitandines qui sont recrutées au couvent? Eh bien, on peut dire que c'est un caractère plutôt élitiste. Les religieuses de corps, les choristes, elles sont plutôt issues de la noblesse locale, et de la bourgeoisie la plus fortunée. Elles appartiennent soit à la noblesse d'épée, plus ancienne, ou à la noblesse de robe, plus récente. Il y a aussi des filles de la bourgeoisie, souvent issues d'officiers et de notables locaux. Par exemple, il y a 8 visitandines qui ont un père qui exerce la profession de marchand. Il y a des proches de la famille d'au moins 7 visitandines de Montoise qui ont exercé des charges importantes au sein du magistrat urbain de Mons. C'est évidemment très important du côté relationnel, le réseau de relations, d'avoir évidemment un contact avec les autorités urbaines, et là, il l'est fait par les liens familiaux. Dans le recrutement, ce qui apparaît, qui compte beaucoup, évidemment, c'est le fait que les jeunes filles à Mons, ces jeunes filles de ce milieu-là, ont été souvent, dans leur éducation, confiées à des pensionnats. Et il y a à Mons de nombreux ordres religieux qui s'occupent de l'éducation des filles. Il y a évidemment les Ursulines, il y a les filles dévotes de Notre-Dame, il y a les bénédictines réformées, et il y a aussi les Sœurs Noires. Et c'est souvent donc, parmi des filles qui ont passé par ce parcours, qui ont été pensionnaires dans ces maisons, qui par la suite vont être familiarisées justement avec cet état religieux et vont avoir cette vocation religieuse. Enfin bon, dans la vocation religieuse, évidemment, il y a toute une série de facteurs qui interviennent à l'époque. La famille, évidemment, souvent des familles aussi dévotes, où on voit qu'il y a plusieurs enfants qui optent pour la condition ecclésiastique. Le rôle du confesseur, ici les jésuites en particulier, qui sont implantés aussi à Mons, ont vraiment un lien particulier, privilégié avec la communauté ici, et les confesseurs aussi influencent les jeunes filles. La présence, comme j'ai dit aussi, dans la famille, déjà d'une religieuse. Tout ça fait que sur 72 visitandines montoises, dont l'origine géographique nous est connue, on voit qu'il y en a 39 qui sont en fait nées à Mons, donc soit 54%, ce qui montre qu'il y a un enracinement local de ce couvent qui est vraiment réussi, donc il est bien enraciné au niveau local. D'autres sont originaires d'Ath, il y en a 7 originaires d'Ath, 4 religieuses originaires de Tournai et 2 de Bruxelles, Cambrai et Paris. On peut ensuite, je me suis amusé là, enfin c'est mon fils qui m'a aidé à faire un petit camembert où on essaie d'étudier, à titre, ça vaut ce que ça vaut, l'âge du décès des religieuses. Évidemment, comme on sait que les religieuses, il y avait parmi la caractéristique de la visitation, c'est d'accueillir des filles de santé fragile, donc on se dit qu'il doit y avoir plus aussi de morts jeunes, plutôt jeunes. Et effectivement, on constate qu'il
y a 12% des sœurs choristes qui sont décédées avant l'âge de 40 ans. Et si on constate aussi un peu, on peut voir que 25% sont décédés avant l'âge de 50 ans. Et par ailleurs, si on regarde pour la tranche d'âge 55-59 ans, ça c'est la pire, puisque là il y a 18% des décès qui se situent durant cette tranche d'âge. Donc voilà. Donc maintenant il faudrait évidemment comparer ça par rapport à la population globale de Mons, mais là je n'ai pas encore, à l'époque, mais là je n'ai pas encore les données et je ne sais pas si je les aurai un jour. Alors on arrive à la dernière partie de cet exposé, mais bon, je vais faire bref, c'est les faits marquants de l'histoire du couvent. Qu'est-ce qui a marqué, quand on lit justement ces lettres, de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui est vraiment les événements marquants? Bien, je dirais qu'il y a d'abord un phénomène que nous, on avait un peu balayé de notre horizon mental et qui revient en force, c'est la guerre, évidemment. La guerre avec, dans les témoignages, des chroniques, dont on a rassemblé d'ailleurs ici. Le siège important, c'est le siège de 1691, le siège donc de Mons par les troupes de Louis XIV. C'est vraiment une terrible épreuve pour la ville de Mons, et en particulier, évidemment, pour les visitandines, parce qu'elles se considèrent comme, là où elles sont, proches des remparts, à une situation évidemment où elles sont exposées au canon, exposées aux boulets rouges, et elles racontent évidemment en main détail ce qui se passe. Elles se réfugient à ce moment-là dans la fameuse crypte, la cave des mortes, hein, qui était très bien mise en scène dans qui était très bien mise en scène dans la scénographie de l'actuel Mumons. La cave des mortes, c'est vrai que c'est un lieu très symbolique où elles très, très utile aussi, où elles se réfugient parce qu'elles se sentent en sécurité. C'est là qu'elles se réfugient jour et nuit pendant ce siège donc, qui se déroule de mars à avril 1691. À ce moment-là, c'est un moment aussi important parce qu'on voit justement le réseau fonctionne bien. Elles servent de refuge. Elles accueillent aussi des capucines. Elles accueillent des religieuses de l'abbaye du Bélian. Et pourquoi? Parce que dans l'abbaye de Bélian, c'est là que Louis XIV a pris ses quartiers. Donc les religieuses ont dû évidemment s'exiler. Elles accueillent aussi une trentaine de chanoinesses. Le chapitre évidemment de chanoines de Sainte-Vaudrue, c'est évidemment la communauté la plus prestigieuse de Mons. Elles accueillent aussi des dames de la noblesse, tant et si bien qu'elles se retrouvent, il y a un total de 200 personnes qui se retrouvent au couvent à cette époque-là. Après le siège aussi, elles sont assez heureuses puisqu'elles découvrent que le gouverneur, puisque à ce moment-là, Mons devient française, et le gouverneur choisi par Louis XIV, le comte de Vertillac, a des liens avec leur ordre. Il a une tante qui est visitandine dans un couvent parisien, donc elles sont très heureuses. En tout cas, cette anecdote montre qu'il y a cette importance aussi des réseaux relationnels qui est essentielle. Et je pense qu'il y a une certaine francophilie aussi du point de vue qu'on ressent dans les textes à l'égard, même si ici le siège était terrible, il y a quand même des liens assez privilégiés avec la France. D'autres faits marquants. Les sièges, évidemment, il n'y en aura pas qu'un. Il y en aura un autre voilà ici la fameuse cave des mortes, hein, du photo personnel. C'est pas une apparition. Ça fait... Il y a plusieurs sièges et chaque fois c'est le même scénario qui se répète, c'est-à-dire la crainte que le monastère disparaisse, soit visé. Heureusement, ce n'est pas de ce côté-là que les attaques ont lieu. Le fait de s'abriter aussi dans les caves, dans sa fameuse cave des mortes. Et en 1746, il y a un autre siège, évidemment, où là, le couvent est aussi exposé. Et suite à ce siège, il y aura toute une rénovation qui sera entreprise. Un autre point important dans l'histoire, c'est la construction de la nouvelle chapelle. Ça se passe vers 1715 et c'est grâce aussi de nouveau à un testament avec un don de 25 000 livres de France par l'épouse du conseiller royal du seigneur d'Hénin, Antoinette de Salmier, qui exige donc
en compensation, d'être enterré dans cette nouvelle chapelle et qui va donc financer cette construction qu'on connaît aujourd'hui, hein, qui est de l'architecte Claude-Joseph de Bétigny, qui est en style baroque, et de Bétigny donc, va lui-même procéder, il y aura une cérémonie religieuse, parce que les célébrations sont importantes, c'est le jour de la Saint-François de Sales, en 1719, le 29 janvier, que l'entrée du Saint-Sacrement et l'ouverture de la porte de la fameuse chapelle qu'on voit ici a lieu. Les célébrations religieuses, d'ailleurs, c'est un autre point fort dans l'histoire du couvent. Là, le premier, c'est la canonisation de François de Sales, qui intervient en 1668 à Mons. C'est vraiment l'occasion de propager son culte, d'ouvrir la chapelle, qui est l'ancienne chapelle à l'époque, au public. Et il y a même évidemment la présence de reliques, un morceau du foie du saint, une pièce de son tombeau, et on propose ça évidemment au public. C'est même rebelote lors de la béatification puis la canonisation de Jeanne de Chantal en 1751 et en 1768, où il y a évidemment des cérémonies religieuses importantes, où on invite aussi les abbés des abbayes de la région, l'abbé de Saint-Felien, l'abbé du Val des Écoliers, l'abbé de Saint-Denis-en-Brocqueroy, qui viennent prêcher, ainsi que des religieux des ordres montois, hein, des représentants des ordres religieux à Mons, que ce soit les carmes, les jésuites ou les capucins. Les dernières années du couvent, à partir de 1770, l'époque est beaucoup moins favorable pour les communautés contemplatives, comme on sait, puisque le pouvoir autrichien va affirmer la primauté de l'État sur l'Église. Eh bien, par exemple aussi, on interdit les dots en 1751. L'admission, ça ne se fait qu'à l'âge de 25 ans. C'est évidemment des entraves, et en même temps, pour éviter la suppression dont elles se sentent menacées, puisque les moniales, à l'époque de Joseph II, tous les communautés contemplatives sont dans le viseur de l'État, et donc elles fondent des écoles pour les petites filles du quartier, et il y a d'ailleurs beaucoup de succès. Elles parlent, donc c'est surtout les enfants des militaires. Bon, évidemment, tout ça ne va pas les sauver, ou en tout cas, ce sera de court répit, puisque lorsque les armées dans la République française entrent dans nos régions, tous les couvents, évidemment, vont être supprimés. Il y a un décret de 7 ans en 1796, et donc on arrive à la fermeture du couvent en novembre 1796, et sa transformation en prison dès 1797, mais ça c'est une autre histoire qui vous sera racontée très bientôt. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Est-ce que l'ordre de la visitation, d'une manière ou d'une autre, a connu l'impact du jansénisme, comme ce fut le cas, bien sûr, pour un certain nombre de couvents? A priori, non, même si Jeanne de Chantal a été soupçonnée de complaisance à l'égard de la mère Angélique Arnauld, avec laquelle elle a beaucoup correspondu. Et donc, c'est ce qui a en partie un peu retardé sa canonisation. Ça a été une tache noire dans son dossier. Cela dit, c'est compliqué d'abord de caractériser le terme janséniste qui a été attribué à quantité de choses et qui dissimule beaucoup de choses. Ce qui est évident, c'est que la relation presque amicale entre les deux femmes porte essentiellement sur des questions de réforme et non pas de ces embrouilles théologiques qui intéressaient plus le frère d'Angélique Arnauld, mais aussi toutes les questions relatives au gouvernement de l'ordre, puisque l'ambition de Jeanne de Chantal était justement de pouvoir exercer un véritable supériorat sur l'ensemble des maisons qu'elle avait contribué d'une manière ou d'une autre à fonder. Et donc l'idée étant qu'elle visite, comme un supérieur général, toutes les maisons et veille à leur uniformité pratique et à
distribuer la bonne parole partout pour que elles se sentent vraiment un corps institutionnel. Et ça leur a été refusé. On a considéré que ce supériorat était nécessairement réservé à des personnes dotées du sacerdoce, liant le pouvoir sacerdotal à tout ce qui est pouvoir juridictionnel. Et donc, elle n'a pas pu obtenir cette possibilité. Ça ne l'a pas empêché de circuler quand même, d'imposer sa volonté un peu partout et d'exprimer par la bande tout son caractère autoritaire. Donc elle a réussi son coup, mais officiellement, ce n'était pas reconnu. Et tout cela l'a amené à avoir des relations parfois tendues avec toute une série de responsables diocésains, au même titre que la mère Angélique Arnaud avait elle aussi des problèmes, à la fois des cas de conscience parce qu'elle voulait se montrer soumise, bonne chrétienne, qui accepte l'autorité sacerdotale, mais en même temps ce sont deux femmes de caractère, bien trempées, très autoritaires, qui veulent s'affirmer dans leurs projets. Et elles se sont un peu solidarisées sur ce plan-là. Et ça a évidemment, parce qu'elles n'ont pas parlé que de gouvernement, elles ont parlé quand même aussi beaucoup de spiritualité, voire de formes de théologie, parce que ce sont deux femmes brillantissimes, qui sont de grandes intellectuelles. Et donc, ça a évidemment tout rapprochement avec la famille Arnaud après 1640, la publication de l'Augustinus a suscité automatiquement des suspicions. Voilà. Mais sinon, alors au cas par cas, ça il faut examiner, parce que chaque couvent a aussi, on l'a bien vu ici, son destin propre. Ça peut arriver qu'il y ait un moment, un prêtre ou un directeur spirituel qui a introduit des choses. Nous, on l'a vu pour un autre ordre qui est aussi présent à Mons, les Annonciates Célestes, qui, dans la majorité, sont sous direction des jésuites, sont vraiment des espèces de reproduction de la pensée jésuite. Mais à Liège, il y a deux communautés d'Annonciates Célestes. Il y en a une très fidèle à la compagnie de Jésus et l'autre qui va se laisser séduire par certains prêtres avec une activité intellectuelle intense aussi. Elles devront devenir les correspondantes de Quesnel et être participantes à tout un réseau janséniste. Donc, deux couvents appartenant au même ordre, avec les mêmes références, etc., mais qui se retrouvent confrontés à ça. Donc, pour les visitandines, il faut revoir ça au cas par cas. Mais dans la ligne générale, non. C'est quand même plutôt, disons aussi, comme ils sont partout, c'est plutôt quand même les jésuites qui sont très, très présents dans leur entourage. Je crois qu'il y a une autre question là. Merci. Oui, ma question, je l'adresse aux deux intervenants. Je voulais savoir un petit peu comment s'articulait, si je puis dire, le pouvoir local et le pouvoir diocésain. Parce que Madame Hainaut, vous nous avez dit que chaque couvent dépendait de l'évêque et non pas d'une mère supérieure. En revanche, quand j'ai entendu le second intervenant, M. Nieves, lui a parlé de lettres circulaires, de mère supérieure, etc. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait plus de pouvoir au niveau là, du couvent lui-même, c'est-à-dire d'une mère supérieure. Donc comment ça pouvait s'articuler? Mais donc chaque couvent est dirigé par une prieure qui a parfois beaucoup de pouvoir parce qu'elle est liée avec des milieux, elle est intégrée dans des réseaux sociaux influents, donc elle-même exerce et elle a le droit dans son couvent d'exercer le pouvoir dominatif qui fait d'elle le Christ devant sa communauté. Donc là, elle a un pouvoir très élevé. Alors d'autre part, elle n'a pas le pouvoir d'ordre, donc forcément elle dépend de la juridiction de l'évêque et du clergé environnant pour la fréquentation des sacrements. Alors le système des lettres circulaires, qui est un peu un système inventé mais pratiqué ailleurs aussi, notamment les Annonciates Célestes le pratiquent, les Carmélites aussi,
mais les Visitandines sont très célèbres pour leur production abondante de lettres circulaires. Donc l'idée au départ de Jeanne de Chantal, c'est qu'il y ait, ce qu'elle dit, une cordiale circulation de nos petites nouvelles entre les couvents, pour créer ce sentiment d'unité qui est fragilisé par le fait que sur le terrain, pour toutes les grandes décisions quand même, c'est l'évêque qui doit donner son accord. Alors, il y a donc concurrence dans chaque couvent féminin, c'est le problème, entre un pouvoir masculin sacerdotal et un pouvoir féminin qui est un pouvoir régulier. Et donc, les lettres circulaires permettent d'une part à Annecy, qui les centralise, d'être au courant de tout ce qui se passe et de répondre et de donner quand même des informations. Donc ça, en fait, c'est un pouvoir moral, mais qui n'est pas juridiquement attesté, c'est simplement un phénomène, une circulation en interne des informations. Et par ailleurs, la Visitation a instauré un système de circulation de ces lettres circulaires. Je ne l'ai pas ici, mais il y a vraiment une espèce d'organigramme qui a été conçu par Jeanne de Chantal pour savoir qui envoie à qui, hein, et pour que tout le monde reçoive les lettres de tout le monde. Et donc ce système-là permet quand même à la Visitation d'exister en tant qu'ordre informel, mais qui existe quand même. Hein, pour elle savent qu'elle fonctionne avec un esprit de corps, avec des sentiments d'identité, d'uniformité, même si c'est souvent des vœux pieux, mais en même temps, il y a ce phénomène-là très fort entre elles, et d'autres ordres religieux féminins font exactement la même chose. Et du coup, ça leur sert aussi, parce qu'il y a autre chose que les lettres circulaires, c'est la construction d'une histoire commune. Donc chaque couvent écrit son histoire, l'envoie ainsi, et ainsi on construit une histoire de l'ordre. Et qui est d'une part pour que cet ordre ait un phénomène de cimentation, et en plus c'est pour travailler, ce qui va les cimenter, les Visitandines, c'est d'abord le procès en béatification, puis en canonisation de François de Sales, et elles vont remettre la mise pour Jeanne de Chantal. Ça prendra plus de temps, forcément, puisque c'est une femme, en plus avec sa tâche de correspondance avec Angélique Arnoux. Mais donc, et ça, vraiment, le travail historique des Visitandines est remarquable et est connu aussi dans d'autres ordres. Mais ces femmes vraiment écrivent une histoire, bien sûr, pas une histoire scientifique, hein, mais c'est une histoire qui vraiment les construit, les édifie, mais dans tous les sens du terme, c'est pour édifier la postérité, mais c'est aussi édifier, construire l'ordre et construire l'unité. Voilà, et donc, elles jonglent évidemment avec à la fois l'espérance d'être autonome et d'exercer en interne des pouvoirs indépendants, mais elles ne peuvent pas, finalement, dans la configuration de l'Église institutionnelle, elles doivent rentrer dans les clous, c'est-à-dire dépendre d'une autorité masculine. Alors ici, comme il n'y a pas de branche masculine à la Visitation, c'est forcément c'est l'évêque qui exerce. Alors tout ça avec les aléas. Il faut que ce soit des évêques qui soient conscientisés par leur boulot, ou qu'ils aient des vicaires généraux ou d'autres qui fassent le boulot pour eux. Tout ça dépend des lieux où on se trouve. Forcément, François de Sales, il était tous les jours à la Visitation. Les autres, à Liège, on n'a pas eu Visitation, mais dans les autres couvents, l'évêque, c'est une virtualité. mais il faut quand même avoir des autorisations quand on veut faire quelque chose. Donc tout ça, par exemple, le choix du confesseur, il faut que ce soit autorisé par l'évêque. Alors elles peuvent proposer des noms, il arrive souvent qu'elles refusent certains personnages, donc elles arrivent par la bande, mais officiellement c'est l'évêque qui leur décerne le confesseur. Les prédicateurs, c'est la même chose. Et c'est des gros enjeux, hein, parce qu'un confesseur avec qui on ne s'entend pas, c'est la pétolière dans le couvent. C'est la révolte. Voilà, mais sans doute Pierre-Jean, sans doute d'autres choses. Voilà, je vous propose de continuer cette conversation autour d'un café en bas. Donc merci encore aux deux orateurs de ce matin.